Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Franck Addison. Alors Franck, c'est l'équipier avant du seul C2 français à avoir remporté les Jeux Olympiques. Avec son équipier Wilfried, devenu Sandra, ils ont collectionné les médailles dans les années 90. Médaillés de bronze aux Jeux de Barcelone 92, champions olympiques en 96, ils ont aussi remporté par 2 fois les championnats du monde. Salut Franck, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au canoë slalom ? Alors, il se trouve que, comme Wilfried d'ailleurs, mon équipier, alors, quand on parle de C2, c'est une époque d'avant le fait que Wilfried soit devenu Sandra. Du coup, je dis, enfin, par commodité, je dis Wilfried pour l'époque C2, et puis Sandra depuis qu'elle a fait son coming out. Donc, on est tous les deux issus de familles de kayakistes. Et ce qui est notable et je pense intéressant, c'est que c'était des familles de kayakistes de loisirs qui aimaient bien descendre des rivières. Moi, mes grands-parents descendaient déjà en canoë l'Ardèche à la fin des années 40 ou partaient en Espagne en vélo en tirant une carriole où il y avait leur canoë dessus et descendaient une rivière un peu à l'aventure. Et, et ça a perduré. La famille, la génération de mon père, ensuite, il y en a plusieurs qui ont fait du canoë et du kayak. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis passé petit devant un bassin de compétition où il y avait en particulier un C2 slalom qui s'appelait Hernance Labedens, qui courait. Je pense qu'il y en a pas mal aujourd'hui qui connaissent Richard Hernance et surtout Sam, son fils, en kayak. Et donc, ils étaient très forts, ils revenaient du championnat du monde et je les ai vus passer un C2. J'ai trouvé ça magique et j'ai voulu qu'on m'inscrive au club de kayak. Voilà. Et ce jour-là, j'ai aussi rencontré Wilfried. On devait avoir 9 ans, je crois, 8 ou 9 ans. Et il se trouve qu'on s'est inscrit au club de Bagnères de Bigorre ensemble, même si Wilfried il en faisait peut-être depuis plus longtemps que moi. Et on s'est mis au kayak, kayak de loisirs, bien sûr, pendant assez longtemps. Et quelques années plus tard, on a eu la chance que Marc Labedens, donc un des deux équipiers de Hernance Labedens, s'installe à Bagnères comme coiffeur et nous propose de nous entraîner pour de la compétition. Alors nous, on a dit ouais tout de suite, ça nous branchait. Et il a insisté en disant mais vous êtes une dizaine au club ou peut-être un peu moins, mais sachez que la compète c'est dur. Cet hiver, vous aurez froid, ça va écrémer. Et il n'en restera pas beaucoup au printemps, mais je verrai la motivation comme ça. Et à la sortie du printemps, à la sortie de l'hiver, on n'était plus que deux, Wilfried et moi. Tous les autres avaient abandonné parce que moins motivés, ils avaient eu froid, ils n'avaient pas beaucoup de plaisir à l'entraînement pour l'entraînement. Et on était cadets première année à cette époque-là, ça démarrait un peu plus tard qu'aujourd'hui. Et bon, moi, j'ai eu énormément de mal à me sélectionner pour les championnats de France. À l'époque, on devait se sélectionner en slalom et en descente. Donc, faire une perf en slalom et une perf en descente pour se sélectionner. Je suis passé ric-rac et à l'été, on a eu les championnats de France à Bourg-Saint-Maurice. Tous les deux, on a fait des perfs très, très moyennes. On devait être au-delà de la 30e place tous les deux, je crois, de mémoire. Et par contre, dans le printemps, sur un petit sectif régional, on était montés ensemble en C2 et à Bagnères et on avait fait une course. Et là, plein de gens nous avaient dit waouh, mais depuis combien de temps vous faites du C2? Et donc, ça trottait dans notre tête, cette histoire de C2. Et au championnat de France, après notre course, on a profité pour acheter un bateau à un C2 qui arrêtait. Donc, on a acheté un C2 d'occasion. Et
et en septembre, en suivant, notre entraîneur, qui était vraiment un spécialiste C2, a commencé à nous entraîner en C2. Et puis là, ça a démarré tout de suite, quoi. C'était vraiment magique. On adorait ça. En quelle année ça à peu près? On a fait les championnats de France KD1 en kayak en 85 et donc nos premières courses C2 c'était en 86. Voilà, donc on a démarré le C2 en septembre 85. Alors notre entraîneur, c'était pas son métier du tout, il était coiffeur, donc des fois on passait au salon de coiffure entre midi et deux, il nous expliquait des trucs et puis on allait à l'entraînement et on l'essayait. Et d'autres fois, il se prenait le samedi après-midi ou le mercredi après-midi et soit il venait nous entraîner, soit il nous amenait au Pont des Grottes. Et puis on passait l'après-midi à naviguer au Pont des Grottes, lui sur le caillou, et puis nous en train d'apprendre les bases de la technique C2. Ouais, c'était Et vraiment puis, un mentor pour vous. ah ouais, pour nous, c'était tout. Bon, enfin, cette époque-là, on l'a pas vraiment compris. Ça nous paraissait normal, mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte l'investissement de ce gars était complètement extraordinaire parce que il s'est pris de passion pour le fait de nous entraîner. C'est devenu son loisir et puis en même temps, il nous apprenait la vie. À un moment donné, il s'était acheté une bagnole un peu qui avançait vraiment bien, un peu de course, quoi. Et je me souviens, on faisait des chronos entre Bagnères et Lourdes en allant au Pont des Grottes. Nous, on rigolait. Enfin, c'est comme ça que petit à petit, on a compris aussi que c'était pas du tout une vie d'équipe, mais c'était une amitié qui naissait, qui était super forte. Et Marc s'appelait Marc Labedens. Il était fort en technique C2, mais il était surtout fort en mental. Il nous a beaucoup appris les bases de la navigation en C2, de l'abnégation, le fait de comprendre que ça se fait à deux, les réussites c'est à deux et les échecs c'est la faute des deux. Et que quand il y en a un qui loupe un coup de pagaie ou qui touche une porte, ben, il faut qu'on s'arrête dans un stop et qu'on réfléchisse en disant ben, comment est-ce que tous les deux on peut améliorer ça, quoi. En quoi est-ce que je peux aider l'autre s'il a fait ce qui apparemment est une erreur de sa part, mais qui est une erreur du C2, quoi, du bateau. Et vous avez réussi à Et garder cette philosophie après toute votre carrière? oui, ouais, complètement, parce que on avait deux personnalités où il n'y en a pas un qui pouvait prendre le pas sur l'autre, ou un qui était plus extraverti, ou un qui était vraiment meilleur. Globalement, on avait chacun nos points forts dans différents domaines, mais on était assez, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais je dirais assez orgueilleux pour tous les deux. Ne se plier que à la vérité, en fait, quoi, et à la réflexion intelligente. Donc, il y a eu un coup où on s'entraînait tout seul à Bagnères, à côté du lycée. Et puis, je sais pas ce qu'on a loupé. Et j'ai dit à Wilfried, mais t'es con ou quoi? Il fallait faire ça. Et Wilfried a dit, bah, t'es con, tu vas voir si je suis con. Et il est sorti du bateau et il est rentré direct au club et je me suis retrouvé tout con à l'avant du bateau, tout seul avec ma pagaie, plus pouvoir rien faire. Et je suis arrivé au club, la queue basse, en portant le bateau. En plus, un C2, c'est pas très agréable à porter tout seul. Et puis, juste après, on est allé voir Marc au salon de coiffure et on lui a dit, ben voilà, notre séance, c'était nul, on n'a pas su gérer, voilà ce qui s'est passé. Et c'est là que vraiment il nous a appris que ben voilà, une erreur, c'est la faute des deux et ça se répare à deux. Et de toute façon, si un jour on gagne, ce sera à deux. Et certainement pas parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et c'était aussi super intéressant parce que de prime abord, Wilfried était bien meilleur que moi. Il était un peu plus fort en bateau, il était beaucoup plus fort physiquement. Et, euh, et c'est une époque où il y a des gens qui allaient le voir et qui, quand on a commencé à marcher un petit peu en C2, et il y a des gens qui lui disaient tu es bon en C2, tu devrais faire du C2 avec quelqu'un d'autre, quoi. Et,
et Wilfried, il avait complètement capté le truc et ça l'a jamais déstabilisé. Et, c'est parce qu'on avait, tous les deux, voilà, on se disait un C2, c'est une addition des deux individus qui ne deviennent plus qu'un, quoi, vraiment. Donc après, on ne s'est jamais engueulé. Ou plutôt si, on s'est souvent engueulé, mais on le gérait tout de suite et par le dialogue. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui avait un peu gros sur la patate contre l'autre, parce que ça arrive quand même vraiment en C2, notamment quand on s'entraîne, qu'on se donne rendez-vous 2 fois par jour, que il y en a un, Wilfried par exemple, il avait tendance à être en retard. Moi, j'avais tendance, quand je lui parlais, à être trop direct, abrupt, pas vraiment mettre l'effort, mais être un peu, pas forcément agressif, mais pas forcément agréable non plus. On pouvait accumuler un peu et au bout d'un moment, en avoir un peu gros sur la patate. Mais là, ce qui se passait, c'est qu'en fait, on n'arrivait plus à bien naviguer. Le bateau était plus synchro et Votre niveau de navigation dépendait vraiment de votre niveau d'entente du moment. Ouais. Alors du coup, c'est arrivé pas mal de fois en senior que on s'arrête dans un contre parce qu'on s'apercevait, mais même si on était en train de faire une séance, même avec notre coach et tout, si on sentait qu'en fait là, il n'y avait plus la synchro, on s'arrêtait dans un contre et puis on se disait ce qu'on avait sur le cœur, tout vraiment. Et puis une fois qu'on avait fini, on repartait et ça naviguait bien. Voilà. Donc, c'était ça notre façon de fonctionner. Et c'est pas forcément la façon de fonctionner des autres C2. Moi, j'ai vu d'autres C2 réussir en étant très différents. Mais voilà, je pense que nous, il n'y avait pas de capitaine à bord. On était dans l'égalité absolue. Et ça nécessitait qu'on partage tout. Voilà. Et donc, à la fin de ce premier hiver d'entraînement C2, on a fait une première course sélective pour les championnats de France et là, en fait, à notre grande surprise, on a gagné. Alors qu'il y avait les champions de France en titre qui couraient. On a gagné et même au bout de 2 ou 3 courses, on a fini par sortir du système de classement parce qu'à cette époque-là, sur une course, quand tu repartais de la course, tu savais si tu étais sélectionné pour les championnats de France ou pas. Parce que si tu avais fait, mettons, à 12% du premier, tu étais sélectionné pour les championnats de France. Et du coup, nous, on est sortis avec, il y avait un kayak et une kayak dame aussi en France. Quand ils étaient là sur les courses, les autres ne se sélectionnaient plus, quoi. Donc, on est sorti de ce système. Ça fait qu'on a tout de suite été identifiés comme étant assez performants. Et on a été sélectionné pour un stage des meilleurs Français je sais pas, on appellerait ça U18, mais c'était très informel. Et ce stage-là, ça s'est bien passé. Du coup, on a été sélectionné pour les championnats d'Europe junior qu'on a gagné contre toute attente, quoi, parce qu'on était encore cadets en fait. Et voilà, c'est comme ça que... D'entrée de jeu, vous avez été super performant à l'Inter déjà. Ouais, d'entrée de jeu, on a été super performant parce qu'au bout du compte, on était en quelques mois, Marc nous avait bien préparé techniquement. Donc, on commençait à avoir des bases correctes. Et puis après, il s'est révélé ce qui a été notre grande force, c'est que psychologiquement, on gérait bien les compétitions. Et ça, c'est quelque chose qu'après, on s'est beaucoup appuyé là-dessus, mais voilà, ça a marché tout de suite. Aujourd'hui, je me dis, c'est un peu de la magie, quoi, parce que de toute façon, par exemple, en kayak, on n'était pas bon, en C1, on n'était pas bon, et dans plein d'autres sports, on n'était pas bon du tout. Et monter en sable en C2, comme par magie, ça a matché parfaitement. C'est assez incroyable. Je me dis que peut-être que tout le monde est doué pour quelque chose, mais qu'on ne le découvre pas forcément, quoi. Voilà. Et alors après, on était lancé. Ce qui était assez génial, c'est que on a gagné les championnats de France. Et derrière, eh bien, il y avait une vie d'équipe de France junior qui était assez sympa. L'année d'après, par exemple,
on nous a amené, en particulier Jean-Michel Prono là, et Jacques Roisin, que tu as interviewé aussi, je crois, nous ont amené un mois naviguer aux États-Unis. C'était les cadres de l'équipe de France junior. Ouais. Voilà, ils nous ont amené naviguer pendant un mois aux États-Unis, participer à 2-3 courses là-bas. Et puis ça a créé un groupe de copains assez extraordinaires. Là, il y avait Manu Brugvin, il y avait Sylvain Curigné, il y en avait plein d'autres qu'on marchait plus ou moins, mais on avait plein de copains qui n'ont pas marché, mais qui étaient des super copains à ce moment-là aussi. Il y avait Carlo Falocci, enfin vraiment ceux qui sont devenus des bons bateaux, parce que on a été quand même pris en charge, je pense, pas mal par la Fédé ou par des différents coachs qui nous ont trimballés et fait naviguer, quoi, hein. On a navigué, participé à quelques courses. Puis c'était le métier qui rentrait. Et en parallèle, on a eu de la chance parce que du coup, on a créé, c'était à l'époque, ce qui maintenant est le Pôle France à Toulouse. Enfin, il n'y a plus de Pôle France maintenant à Toulouse en slalom, mais on a créé à l'époque, ça s'appelait le CPEF, et on est deux ou trois athlètes à avoir participé à sa création. Donc il y avait un entraîneur, Yvon Olry, quelques athlètes qui faisaient qu'on se retrouvait, on s'entraînait ensemble et on progressait ensemble. Yvon Olry, c'était un C2 aussi. Alors, Yvon Olry, les Olry, c'est une très grande famille du canoë. Son père, Yvon, avait été entraîneur dans les années 60-70, et les deux frères d'Yvon ont été médaillés olympiques en 72 à Augsbourg. Voilà, donc avec leur père comme entraîneur. Donc une grande famille du slalom français. Et puis, ce qui a été assez génial, c'est que notre Marc Labedens, notre mentor, comme tu as dit, était copain avec l'entraîneur équipe de France C2, qui s'appelait Robert Platt, Roby. Roby, de temps en temps, nous a intégrés à des stages équipe de France. Donc, nous, on a vécu un moment vraiment de rêve, quoi, parce qu'on était tout gamin, on était sous être junior 1, quoi. Et quand l'équipe de France venait faire une semaine de stage au Pont des Grottes, Roby, il nous incluait le mercredi ou le samedi, quand on n'avait pas cours aux séances, et on se retrouvait sur l'eau. Moi, je me souviens d'une séance où on s'est retrouvé à naviguer avec les calories, qui était champion du monde, qui allait devenir champion du monde, mais qui avait déjà été 3 fois vice-champion du monde. C'était un bateau extraordinaire. Saïdi Delarey, qui allait comme des fusées, Saïdi Daval. Donc, on a navigué parfois avec eux, et nous, ça nous faisait complètement rêver, quoi. On rentrait de ces séances, c'était trop fabuleux. Et ça nous boostait pour les 3 mois d'hiver à venir, quoi, c'est clair. Ouais, vous avez vraiment eu la chance d'être intégré très jeune dans ce collectif équipe de France qui marchait bien, du coup, à l'époque. Ouais, alors c'est un collectif qui marchait super bien. Et puis, c'était un collectif qui avait une identité extrêmement forte. Roby, c'était quelqu'un qui avait à cœur de transmettre ce que c'était l'histoire de l'équipe de France, l'histoire des C2 en équipe de France, et nous faire comprendre qu'on était certes un bon bateau, mais en fait, on n'était qu'un élément de toute la lignée des grands C2 d'équipe de France. Et lui, il commençait sa démonstration par exemple, par les frères Lamy en C2 au championnat du monde en 49 à Megève, quoi. Il te racontait toute la course à Genève, pardon. Et il te racontait toute la course à Genève.
et comment ça s'était déroulé, ce qui s'était passé et ce qui était arrivé depuis au C2, les moments forts, les moments faibles. Il avait beaucoup, parce qu'il y a eu des moments où l'équipe de France n'était pas très forte, notamment fin des années 60, début des années 70. Il n'y avait pas encore d'énormes résultats. Bon, d'ailleurs, on voit au jeu à Augsbourg, c'est les Allemands de l'Est qui ont gagné les 4 médailles d'or, quoi. Et lui, ça l'avait fait énormément réfléchir. Et ce qu'il voulait, c'est qu'entre nous, on soit les bénéficiaires de cette tradition des C2 français qui avait commencé il y a longtemps, mais aussi qu'entre nous, on soit en confrontation permanente. On navigue ensemble, on soit en confrontation pour progresser. Et après, ce qu'il voulait, c'est qu'il y en ait un de nous qui gagne, quoi. Et c'était peu importe lequel, mais il fallait que collectivement, on soit devenu assez fort pour être capable d'aller battre les Allemands ou les Tchèques avec leur culture à eux qui était un peu différente, mais qui était très forte aussi, quoi. Et vous, en tant qu'athlète, comment vous viviez ce peu importe lequel? Parce que vous, pour vous, ça importe lequel c'est qui gagne. Ouais, alors c'est là où je pense qu'un coach, c'est hyper important. C'est parce que non seulement il nous a aidé à progresser énormément techniquement, parce qu'il avait une bonne connaissance technique, mais aussi il nous a aidé à bien appréhender les compétitions et à bien se fixer des objectifs ambitieux. Moi, je me rappellerai toujours en 1991, on devait être deuxième année de senior et en fait, on a gagné les championnats du monde à Tassen. Et on arrive en bas, on était troisième. Et nous, on n'avait jamais rien fait d'aussi bon. Il se trouve que les Tchèques avaient fait une pénalité qu'on leur avait pas mise. Ils voulaient la médaille d'or. Attends, excuse-moi, Franck, j'ai eu une perte de connexion il y a 1 minute à peu près là, que tu racontais quand vous êtes arrivé, vous étiez troisième. Ouais, quand on est arrivé, on était troisième, donc nous, on était fous de joie, on n'avait jamais eu un résultat de ce niveau-là sur une course aussi importante. Ça aurait été notre première médaille senior. Mais lui, il était épité parce que troisième, pour lui, c'était pas bon. Et les Tchèques avaient touché, ils n'avaient pas leur touche. Et voilà, il a dit il faut qu'on se batte, il faut faire sauter la touche. Pour lui, il voyait vraiment un monde entre la troisième et la première place. Alors, on a eu du bol. Les Tchèques qui ont récupéré leur touche, on a gagné. Non, en fait, c'est plutôt nous qui avions une touche qui nous a été enlevée parce qu'on ne l'avait pas faite. C'est pour ça qu'on a gagné. Et là, avec lui, j'ai vraiment compris cette culture de la gagne énorme qu'il avait, de vouloir l'or à tout prix et de jamais être satisfait avant, quoi. Je pense ça, c'était Robbie, c'est ça? Ça, c'était Robbie, ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a des coachs qui peuvent être hyper forts, en particulier certains qui n'ont pas forcément trop performé quand ils étaient athlètes. Parce que lui, il avait, au bout du compte, des mauvais souvenirs du fait de ne pas avoir été champion du monde. Et il avait énormément réfléchi pour savoir pourquoi et comment faire mieux, quoi. Et ça, il nous l'a transmis. Donc, tout ça, c'est pour répondre de façon un peu détournée à ta question. Comment est-ce qu'on vivait le fait que, quel que soit celui qui gagne, pour lui, ce qu'il fallait, c'est qu'un Français gagne. Nous, on l'a toujours assez bien vécu, mais c'est parce qu'on a eu aussi un peu de chance. On faisait partie de ceux qui ont gagné régulièrement, et je pense que ça a été moins facile à vivre pour d'autres équipages, d'autres C2, en particulier Robbie, qui était l'élitisme même. Je crois qu'il ne croyait qu'en quelques bateaux. C'est-à-dire qu'il ne s'investissait pas mentalement, totalement à 100% pour tous les bateaux. Il s'investissait pour quelques bateaux en qui il décelait la petite étincelle qui pouvait éventuellement permettre de gagner, quoi. Et pour certains bateaux, je crois que ça a pu être frustrant. Nous, ça nous a énormément boosté.
Mais il jouait vraiment avec ça. Il était capable je sais pas, sur une séance d'entraînement où il y a un bateau qui dominait vraiment les autres, de donner des faux chronos pour challenger un peu ce qui était trop fort, pour que quand même il essaye vraiment encore de progresser, quoi. Il disait ben non, t'es derrière, t'es derrière. Et nous, ça pouvait nous rendre Il faisait alors, vraiment vraiment ça, mais fou de rage. Ouais, ouais. ça devait vous rendre fou. Ouais, ouais, ça nous rendait fous. Mais on avait déjà de la chance parce que l'équipe de France progressait et se structurait. Eux, ils avaient vécu des injustices incroyables, quoi. Pour les JO de 72, par exemple, je ne sais pas quelle est la réalité profonde, mais le bruit courait que globalement, parce que le sélectionneur, c'était le grand-père Olry, donc le père des deux qui ont été au jeu. Et voilà, donc le bruit courait que les sélections n'avaient pas été hyper mathématiques. C'était presque, tiens, à la fin d'un entraînement et d'un chrono long où les calories avaient gagné, on avait eu, ben, tiens, ça finalement, c'était les courses de sélection, quoi. Les Ollery, tu veux Donc, dire. Léon Rie, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pardon. Et Robbie avait vécu ça comme une injustice, et il y a une autre injustice qui l'avait beaucoup, beaucoup frappé. C'est en 75 au championnat du monde, alors qu'il était très fort, il y avait eu une entourloupe en descente. C'est un peu long à expliquer, mais au bout du compte, les descendeurs français ne sont pas montés sur le podium, et pour râler contre une petite injustice. Et la C'était sanction, ça a pas été que. à Skopje? Ouais, c'est ça, c'était à Skopje. Et, au bout du compte, la sanction, ça a été que les slalomeurs français n'ont pas eu le droit de courir et ils sont rentrés à la maison. Et ça, ben, ça fait partie de l'histoire du slalom français et qui nous était transmise et qui avait façonné cette génération d'entraîneurs, et qui faisait qu'ils ben, ils étaient morts de faim, quoi. Lui, comme par exemple Pierre Salamé ou d'autres, ils voulaient vraiment qu'on soit les plus forts et qu'on gagne. Et ils étaient prêts à tout. Et du coup, Rouby, il était prêt aussi des fois de la mauvaise foi, des fois aussi voir ce que ça donnait de nous monter un peu les uns contre les autres. Mais euh, sur des moments où ça pouvait devenir très tendu. Mais après, il y avait toujours des moments où on revenait des super potes parce que derrière, ben, on faisait un foot, ou on allait faire un truc sympa, ou ils nous organisaient un stage au Liban, ou ils nous organisaient un stage au Maroc, ou au Costa Rica. Des trucs qu'on faisait aussi où on vivait des choses extraordinaires, quoi, pour des jeunes comme nous. C'était inouï de vivre des aventures comme ça. C'était toujours un peu l'aventure. On a même fait des stages équipe de France, par exemple au Maroc, où la qualité de la navigation n'était pas géniale. On n'avait pas trop d'eau. On montait des portes en bambou. Mais on vivait des moments extraordinaires, et ça soudait vraiment l'équipe, et ça nous aidait à progresser tous ensemble. Sachant quand même que on n'était pas toute l'année, tout le temps tous ensemble. On s'entraînait dans nos pôles d'hiver. Il y en a qui s'entraînaient à Épinal, nous à Toulouse, d'autres à Rennes, ou Lannion, ou Nîmes. Et grosso modo, on se retrouvait une semaine par mois en stage équipe de France. Et là, par contre, ben, fallait tout partager, tout donner. Et c'était des confrontations permanentes. Et il arrivait à créer cette petite atmosphère très spéciale où on se chambrait, et où eh ben, du coup, on acceptait la confrontation, quoi. C'était vraiment un défi permanent. Et sachant aussi qu'il installait une ambiance où c'était pas toujours les mêmes qui étaient devant. Si par exemple nous on était régulièrement devant en bateau, ben il nous faisait faire derrière, il y avait foot, ou il y avait footing ou quelque chose comme ça, où ben, on s'en prenait plein la gueule parce que Wilfried et moi on était nuls en foot, alors que les autres étaient souvent bien meilleurs, ou on n'était pas très bons à course à pied. Il y en avait un qui était bien meilleur. Donc, c'était pas toujours le même devant, quoi. Ça s'équilibre, hein. Ouais, il faisait en sorte de rééquilibrer un peu les égos.
hors bateau. Voilà, je faisais vraiment ça de manière à ce que. Mais des fois, ça clashait, mais c'était, je pense, des clashs plutôt sains. Et ça n'empêchait pas que derrière, ben, on repartait sur l'eau ensemble et à essayer de donner le meilleur au chrono. Et on regardait les vidéos ensemble, par exemple. Et, et on se disait, ben là, écoute, moi j'aurais plutôt fait à ta place un débordé à cet endroit-là. Là, enfin, on essaie vraiment de se faire progresser les uns les autres. Et je pense que la quintessence de ça, ça a été pour nous une épreuve très rude, mais très belle, qui était la sélection pour les JO en 2000. Où, pour les JO de Sydney, il n'y avait qu'un bateau qui allait aller au jeu, contrairement à ce qu'on avait vécu en 92 et en 96, où on avait été 3 et 2 bateaux. Là, c'était la première fois pour nous qu'il n'y avait qu'un bateau qui allait au jeu. Et on a été en duel contre Biodai, qui était très très fort, qui avait fait médaille au championnat du monde à COD Urgel l'année d'avant. Et finalement, on a beaucoup réfléchi et puis on s'est loué un gîte ensemble et on a habité ensemble pendant les piges. Et Ah ouais, sur avec l'eau, les c'est concurrents directs. ouais, ouais, ouais. Et voilà, sur l'eau, c'était la guerre. Et puis, quand on débarquait, ben, on se disait, tiens, qui c'est qui va faire les courses? Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Est-ce qu'on se regarde un film ce soir ensemble et tout? Et on rentrait au gîte et on rigolait bien ensemble parce qu'on était bons copains. Et pourtant, ça a été loin parce que ça se sait moins, mais on s'est poussé au bout un peu comme Patrice et Tony Estanguet. C'est vraiment que sur la dernière manche qu'on s'est départagé. C'est qui est allé au jeu alors? Ben, du coup, c'est nous qui sommes allés au jeu. La dernière manche, on l'a faite. On a réussi un peu à nous surpasser. Mais voilà, c'est un moment très fort parce que tu es tellement heureux d'aller au jeu et tellement triste pour tes potes que tu aimes beaucoup et qui y vont pas. Que ça a été très, très spécifique comme ressenti. Ouais. Je me souviens bien le moment à l'arrivée où on prend conscience qu'on va au jeu, puis tu vois, on est sur l'eau, on descend au fil de l'eau avec Biodai, on se serre la main et puis voilà, on se dit bon ben bonne suite quoi. Et il y a que le sport qui peut te faire vivre des émotions comme ça. Hein. Ouais, ça doit être quelque chose. Brigitte nous racontait que la concurrence entre les C2, c'était tellement exacerbé que il y avait une séance de confronte avant chaque compète. Ouais. À Toulouse notamment. Ouais, ben ça c'était une tradition. Ouais, ouais. Robbie l'appelait ça une maxi plus plus. Et, et donc, ouais, la dernière séance avant la course, on faisait une grosse confronte je sais pas quoi, sur des 15-20 secondes. Et là, c'était vraiment à fond. Il était incroyable parce qu'on ne connaissait pas souvent la règle du classement de la confronte avant le début de la séance, quoi. Et quand il voyait un peu comment ça se déroulait, il finissait par nous lâcher un peu les règles, mais il les adaptait au fur et à mesure, quoi. Et très souvent, il finissait, grosso modo, c'est un peu quand on joue au foot et c'est le but en or, il dit, bon, allez, voilà, celui qui gagne la dernière manche, il emporte tout. Et nous, on était à fond, on n'avait aucun recul par rapport à ça. On était vraiment à 100% mort aux dents et on aurait bouffé père et mère pour passer vite et à zéro, quoi. Mais je pense que ça nous a bien appris. Ouais. Enfin, moi, ça correspondait bien à notre façon de naviguer, à notre façon d'appréhender la compétition. Et ça nous faisait bien rentrer dans la logique de la course où il faut aller vite et il ne faut pas toucher. Ça paraît une évidence, mais on en sortait derrière le couteau entre les dents. Est-ce que ça vous réussissait peut-être plus qu'à d'autres C2 français? Oui, je pense que ça nous réussissait plus. Après, chacun a ses qualités.
chacun a ses défauts. C'est quand même difficile globalement de progresser, même quand on prend conscience de ses qualités et de ses défauts. Nous, on avait par exemple un C2, Saïd El Rey, qui globalement était, je pense, plus doué que nous sur l'eau, plus rapide, il était capable de voler sur l'eau. Et c'était dur pour eux et dur pour nous parce que sur les séances d'entraînement, ils pouvaient nous battre. Nous, on réussissait un peu mieux en compétition, donc en compétition, on pouvait les battre. Et ça tire l'ensemble vers le haut, en fait, quoi. Donc, mais c'est sûr quand même que ce climat très particulier que Robbie créait, ça nous réussissait, je pense, mieux à Cédric et à nous qu'à d'autres bateaux. Il y a des bateaux qui en ont un peu souffert. Des bateaux, je pense, ils croyaient un peu moins en leur potentiel ou humainement, ça passait un tout petit peu moins. Et ça les aidait moins à performer. Ok. Je reviens en arrière, du coup, 91, vous êtes champion du monde, vous êtes senior 2, c'est ça, vous avez à peine 20 ans, quoi. Non, on a 22 ans, donc peut-être un peu plus, ouais. Donc, en fait, on a fait nos premiers championnats du monde à 20 ans, c'était à Savage River aux USA en 89. Là, on a beaucoup appris. Moi, j'en retiens une émotion vraiment particulière, c'est que on était 4 bateaux à courir. Ça, c'était confortable, c'était beau. On fait 4e des C2 français, en finissant 14e. Donc, on n'a pas couru la patrouille. À l'époque, c'était les 3 premiers qui couraient la patrouille. Et les copains ont couru la patrouille et ont gagné. Saïd El Rey, Saïd Aval et Daï Le Lièvre. Et j'avais tellement envie qu'ils gagnent, tu vois, c'était une tension incroyable. Et puis en même temps, ils ont gagné et j'ai été tellement malheureux de ne pas faire partie de cette patrouille que vraiment derrière, on est reparti de plus belle pour s'entraîner, pour progresser, quoi. Voilà. Et donc, les championnats du monde d'après, on les a gagnés. Alors, c'était un peu surprenant. On avait déjà fait 1 ou 2 médailles en Coupe du Monde, mais c'est pas évident quand même de gagner un championnat du monde. Et pour nous, ça a été une surprise extraordinaire. C'était le bonheur simple et fort d'avoir aucune pression, de donner le meilleur de toi-même et d'arriver en bas, de gagner. C'est extraordinaire. Et on a gagné en patrouille aussi. Donc là, tu vois, 2 ans après, on a vécu cette émotion. Et pour moi, cette course en patrouille, je me souviens de 2-3 passages avec beaucoup plus d'acuité que de la course individuelle. Pour moi, c'est un moment très, très fort. Voilà, d'avoir participé à l'histoire de l'équipe de France C2 et d'avoir été champion du monde en patrouille, rentrer dans cette belle histoire, on pouvait en être super fier. Ah ouais, la patrouille, c'était un élément important, c'était quelque chose qui vous motivait vraiment, quoi. Ouais, parce que tu vis ça avec les copains. Et puis quand tu es joueur, bon, notamment à Tassène, c'est assez extraordinaire hein, parce que on avait beaucoup hésité, puis on avait décidé de sauter les 3 ensemble. À la chute, c'est quand même une grosse prise de risque, quoi, parce que si en bas dans le rouleau, il y en a le premier qui se coince, il se prend 2 C2 dans le cul, ça fait pas rêver. Et bon, nous, on s'en foutait, on était 3e. mais c'est un moment super fort, quoi. Tu le vis vraiment à 100%. Le rouleau d'après, il y avait un croisement où on a touché le bateau, on a touché les pagaies. Enfin, tu ressens chaque quart de seconde avec une intensité incroyable, quoi. Donc, oui, de toute façon, notre objectif, ça avait été d'être champion du monde individuel, c'est ça, c'est quand même ça. On était quand même un bateau individuel avant tout, mais gagner en patrouille, c'était très fort. Et puis, bon, ça reflète quand même un niveau global de l'équipe de France et je pense que ça pose son affaire par rapport aux étrangers.
ça permet de comprendre qu'on est plusieurs bateaux forts et qu'à l'entraînement, si on s'entraîne ensemble, personne ne peut nous battre, quoi. Et ça s'enchaîne comment alors ça? Parce que directement l'année d'après, c'est les Jeux Olympiques, 92. Vous êtes Ouais. sélectionné Ouais, d'office? alors non, nous on n'a jamais eu. Tu vois, nous on a gagné les piges. Tiens, je parlais juste 30 secondes des piges parce que c'est quand même quelque chose de très spécial les piges. Euh, nos premières piges, on les a fait en 89, donc pour les championnats du monde de Savage River. Et là, pour la première fois, on a vraiment ressenti une grosse pression, quoi. On était 4 bateaux sélectionnés et on n'était pas très très nombreux à être forts, donc ça paraît finalement simple sur le papier. Mais là, d'un coup, nous est tombé dessus quand même cette pression du fait que tu veux te sélectionner. Si tu n'es pas sélectionné, tu es malheureux, c'est l'échec. Si tu es sélectionné, c'est juste le démarrage de l'aventure, tu n'as rien gagné. Pour te dire quand même, comme l'époque était différente, c'était 3 courses, 2 à Bourg-Saint-Maurice et une sur le Larot. Et la première course, on doit faire un 3e, je crois, derrière Sadi Del Rey, en 271 secondes. Et eux, ils font 250. On était à C'était pas 21 secondes. c'était pas le cumul des deux manches pourtant. Non, non, ouais. Et non, c'était pas le cumul, ouais. C'était une manche, on partait tout à fait en haut, on finissait tout à fait en bas. Et donc, physiologiquement, c'était pas pareil, tu vois. On était au ralenti à l'époque, mais il fallait quand même tenir jusqu'en bas. Et à la 3e course, on était à égalité avec le Lanne Friec, qui au bout du compte ne se sont pas sélectionnés. Et on est passé hyper juste. Et ça nous a vachement marqué ces courses de sélection. Tellement c'était violent et tellement on avait failli ne pas être sélectionné alors qu'on voulait être sélectionné. Et à partir de là, on a toujours mis les piges, nous, vraiment comme notre objectif numéro 2 de l'année, sachant que bon, il y a un numéro 1, c'est une course internationale, et numéro 2, mais très loin devant tout titre de champion de France ou n'importe quoi d'autre, on s'est toujours préparé à fond. Et du coup, on a gagné les piges 90, 91, 92, 93, 14, 15, 16. On s'est planté, on s'est sélectionné, mais on n'a pas gagné en 97. Et après, on a Ouais, gagné les piges Brigitte et Mano 98. me racontaient que 97 c'était quelque chose les piges. Bon, on y reviendra plus tard. Ouais, ouais, c'est un très mauvais souvenir, ces piges. Et derrière, donc, on avait gagné 98, 99 et 2000. Ce qui fait que on était vraiment un peu les. Enfin, on ne s'est jamais retrouvé dans la situation où se sélectionner dépendait des autres ou était hyper tangent. On a toujours fait en sorte que ça passe du mieux possible parce que tellement c'est difficile, quoi. Et, et là-dessus, on a gagné 2 titres de champion du monde et un titre olympique, mais on n'a jamais eu de bonus ou quoi que ce soit. Et même pire que ça, en 97, on venait juste d'être champion olympique. Et pendant 6 mois, on ne s'est pas trop entraîné parce que on répondait à différentes sollicitations, quoi. Et ils nous ont mis un système de sélection pour 97 tellement débile qu'on a été à 2 doigts de ne pas se sélectionner. Et voilà, on leur en veut encore. Comme quoi, les modes de sélection. Ouais, comme quoi, c'est compliqué, c'est jamais. Mais par contre, là où on a eu beaucoup de chance, c'est que on est arrivé à une période où les sélections étaient mathématiques et ça dépendait des résultats. Donc, tu pouvais t'en prendre qu'à toi-même si tu n'étais pas sélectionné. Parce qu'avant nous, il y avait eu toute une époque où c'était parfois la tête du client ou semi-mathématique ou quelques surprises qui sortaient du chapeau. Et ça, nous, on s'est complètement battu contre ça. Quand on est arrivé, on avait fait une pétition pour dire qu'on voulait que les sélections soient mathématiques. Et ça avait été mis en place totalement à ce moment-là. Et nous, ça nous a toujours bien, bien réussi. Donc, après 91, on était champion du monde. On n'avait pas de bonus. Mais bon, par contre, on avait une énorme chance, c'est qu'on était 3 sélectionnés au JO en 92. Et
Et donc, les courses de sélection, c'est tendu, c'est dur, mais ça s'est bien passé. On s'est sélectionné et on a fait une préparation des JO 92 extraordinaire parce qu'à 3 bateaux sélectionnés, tu t'éclates, quoi. Je crois quand même que le fait que nous, on a vécu une époque où on s'amusait énormément en équipe de France, où ça nous a beaucoup appris d'un point de vue humain, camarade et partage, c'est quand même beaucoup lié au fait qu'il y avait plusieurs bateaux sélectionnés au JO, quoi. Et je comprends qu'aujourd'hui, où il n'y a qu'un bateau sélectionné au JO, sur le très long terme, ça complique énormément les choses. Et puis, il n'y a plus les C2 pour faire de l'esprit collectif. Voilà. Il n'y a plus les C2 pour amener tout le monde faire un foot. À l'époque, c'était notre grand truc. C'était viens jouer au foot avec nous. Les C1, c'était plutôt nous, on reste en réunion et les C2 vont faire un foot. Ouais, c'était un peu ça. Les kayaks et les C1 étaient de toute façon forcément un peu plus individuels. Ils étaient moins dans une période de réussite aussi. À cette époque-là, les kayaks ont quand même bien marché, mais ponctuellement et individuellement. Il y avait un gars qui s'appelait Clouseau qui a fait une médaille en 89. Et puis bon, en 92, il y a la médaille de Sylvain. De temps en temps, il y avait des coups d'éclat, mais c'était quand même moins fréquent que les C2. Et en C1, je pense que Pierre Salamé était en train de construire son équipe et de construire l'histoire extraordinaire des C1 qui ont performé un peu plus tard que nous, quoi. Même si il y a un C1 qui s'appelle Thierry Humeau qui avait fait une médaille en 89 et puis Jackie Avril qui a déjà fait des médailles en 91 et en 92. C'était aussi un peu moins. La médaille manquée de Manu en 92 aussi. La médaille manquée, ouais, alors la médaille manquée de Manu en 92, mais bon, elle n'y était pas, quoi, donc elle comptait pas, même si l'histoire est terrible. Mais il y avait eu aussi un moment assez extraordinaire, c'est qu'à cette époque-là, en C1, il y avait un extraterrestre qui s'appelait John Luckbill, avec son second qui s'appelait David Hearn, et ces deux-là, tu les voyais naviguer, c'était inouï, enfin, surtout John Luckbill. C'était inouï, quoi. Vraiment, c'était de la navigation totalement maîtrisée, en force, en vitesse, en puissance. Et il y a quand même un Français qui a été le premier à les battre, Carlo Falocci. De mémoire, ça doit être sur une Coupe du Monde à Bourg-Saint-Maurice, où il gagne devant eux, quoi. Donc ça, c'est un peu, ça fait celle partie. où Manu et Carlo font 1 et 2, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. 89. Donc c'est nous, ça doit être 90 ou je sais pas par là. Donc ça c'était vraiment inouï, quoi, hein. C'était une surprise et je pense que c'est le début. Je pense que c'est le truc sur lequel Patrice et Tony ont fini par s'appuyer, quoi. C'est le début d'une belle aventure de gens qui étaient coachés par Pierre Salamé. Vous aviez quelle relation avec ces autres catégories, les C2, de façon générale? C'était une relation qui était, je pense, qui était très spéciale parce que nous, on était quand même beaucoup plus dans le partage que eux, mais aussi on se chambrait énormément avec cette histoire de confrontation. Et du coup, rétrospectivement, je me dis, on avait peut-être un peu c'était peut-être limite de la grosse tête et on chambrait aussi beaucoup les autres catégories. Donc il y avait ce jeu permanent de se chambrer parce que à l'époque, à part certains passages, on était quand même en équipe de France, on était par groupe, par catégorie. Donc ça créait aussi un peu des stratégies et des vies par catégorie, quoi. Et du coup, on se chambrait un petit peu. Et comme c'était aussi une époque où le résultat comptait avant tout, que globalement, les C2, on avait un petit peu des meilleurs résultats que les autres, je pense qu'on chambrait pas mal les autres et que ça n'a pas toujours été trop facile pour eux à vivre. Mais en même temps, bon, on avait des super copains parce que comme dans nos pôles, on s'entraînait avec Brigitte, on s'entraînait avec Vincent Fondeviol, on avait quand même des très bons copains dans toutes les catégories. Mais
je ne serais pas surpris que parfois on ait froissé les uns ou les autres simplement pour le plaisir de chambrer, quoi. Mais c'était un peu une façon de faire. Entre nous, ça marchait. Auprès des autres, c'était peut-être des fois un peu trop piquant, quoi. Je reviens du coup à 92, premier jeu. Eh ben, c'est la fête. Les premiers jeux, franchement, c'est une fête extraordinaire parce que c'était la première fois pour le slalom, bon, à part 20 ans avant. Et puis Barcelone, c'est quand même un endroit fabuleux. C'était des jeux fabuleux. Donc la préparation a été sympa parce qu'on a été intégré à d'autres sports. Pour la première fois, on a fait des semaines de préparation olympique où tu rencontres des gens de la voile, des gens de l'escrime, des gens du tir à l'arc, de l'athlé. Ça, c'est extraordinaire de côtoyer les autres comme ça. Moi, c'était surmotivant. Et pendant l'hiver, il y avait eu les Jeux à Albertville. Et moi, je me souviens très bien de séances de muscu où on regardait les Jeux à Albertville. On avait un objectif, ces Jeux, c'était incroyable. On était mort de faim et tout nous donnait envie d'y aller et de performer. Et on est arrivé, et moi, mon analyse perso, c'est qu'on était les meilleurs, nous, sur ces jeux. Et on n'a pas réussi à s'exprimer. On fait troisième. Je pense que c'est presque miraculeux parce qu'on n'a pas super bien navigué. Et on fait troisième en plus en n'ayant pas joué la gagne. Et ceux qui gagnent, c'est des Américains, c'est deux Américains qui ont gagné la première manche, qui ont gagné la deuxième manche. Et ces gens-là, je pense qu'ils n'ont jamais fait dans les 5 premiers sur aucune autre course qu'on a vécue. Ils n'avaient jamais été dans les 5 premiers. Il s'appelle Jacobi Strosbo. Ouais, Jacobi, c'est ça. Ouais, Jacobi Strosbo. Donc, il y a la fille de Joe Jacobi qui est un peu sur le circuit là maintenant. Il s'appelle CO du reste. Et en plus, il a appelé CO. Ils sont allés vivre à CO. Enfin, voilà. Et ça, bon, nous, on était contents parce qu'une médaille olympique, c'est vraiment sympa et personne ne peut cracher dessus. Et en plus, on a eu un peu, ben voilà, on aurait très bien pu faire quatrième, quoi. Donc, c'est pas mal, ça sort pas mal avec une médaille. Et sur le moment, on était très contents. On a senti un peu de déception autour de nous. Et ça nous a construit beaucoup pour 96 parce que petit à petit, en fait, il y a un truc tout con, c'est qu'on était très contents de nous et derrière, on a été invité un peu partout en tant que médaillé olympique. Pendant 6 mois, tu vis un truc extraordinaire, quoi. Tu es appelé à droite et à gauche. Et en fait, partout où on a été, on s'est aperçu qu'on ne comptait pas du tout, aux yeux des gens qu'on croisait, on ne comptait pas du tout par rapport aux champions olympiques qu'il y avait. Il y avait un gars au tir à l'arc qui avait été champion olympique qui s'appelle Sébastien Flute, qui passait hyper bien médiatiquement. Derrière, il a chopé plein de sponsors, plein d'articles dans tous les sens, partout où on allait, c'était le roi. Un gars pareil en planche à voile, Franck David. Et évidemment Marie-Josée Pérec. Et là, on s'est aperçu que médaille de bronze olympique, eh ben, c'est pas grand-chose, quoi. Et alors, c'est un peu couillon parce que c'est dans le regard des gens. Enfin, c'est pas notre milieu, c'est pas le kayak, on s'en fout un peu. Mais quand même, on s'est dit, il y a un monde entre la médaille d'or et la médaille de bronze. Et à partir de là, il y a eu tout un processus en nous de réflexion et d'essayer de dire, ce qu'on veut, c'est l'or, quoi. On ne peut pas se contenter du bronze et ce qu'on veut, c'est l'or. Et c'est assez déstabilisant quand tu te dis que tu étais quand même peut-être le meilleur sur la course et que tu n'as pas réussi à avoir l'or et que c'est un bateau que tu n'admires pas du tout du point de vue de la façon de naviguer qui gagne haut la main. Ça fait vachement réfléchir et tu t'aperçois que
le haut niveau, c'est bien. Atteindre le haut niveau, c'est pas facile et c'est dur. Et physiquement et techniquement, tu peux progresser. Tu t'entraînes, tu peux progresser. Tu peux toujours t'améliorer. En fait, quand tu fais du haut niveau, tu as toujours l'impression d'être loin de tes limites et que tu vas encore t'améliorer. Mais là, on a vraiment pris conscience que ce qui faisait que tu gagnais des jeux, c'est dans la tête, quoi. Dans la tête et dans la préparation, la gestion de course. Et que là, vraiment, ça devenait une évidence. Ça devenait une évidence et on a beaucoup réfléchi et on a fini par se dire que ce qu'il fallait, c'est qu'on ait envie d'être comme les Américains, d'être champion olympique coûte que coûte, quoi. C'est-à-dire quelle que soit la façon d'y parvenir. Alors bien sûr, en respectant les règles, quoi, hein. Il n'était pas question de se doper ou de tricher. Mais au-delà, à part ça, il fallait tout mettre, tout mettre vraiment de notre côté pour y arriver. Parce Ça a qu'avant, commencé. vous aviez quand même un besoin de performer avec la manière. Et en 96, vous vous dites tant pis pour la manière, ce qui compte, c'est de gagner. Ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'avant, on se disait, on veut progresser techniquement et physiquement, et si on est fort, on gagnera. Et après, on s'est aperçu que c'est pas forcément si tu es fort que tu gagnes, c'est aussi, si tu veux, avec les dents qui raclent le parquet, au-delà de, bien plus que tous les autres, quoi, en fait. Et que et c'est vrai qu'on recherchait. On essayait d'avoir des beaux habits, des beaux bateaux, d'être bien synchro. Quelque part, il y avait une démarche un peu esthétique. Et ça, on a décidé de l'abandonner, de se dire c'est l'efficacité qui prime, quoi. Il faut avoir une bonne base, évidemment. Tu ne peux pas être champion olympique si tu n'as pas le niveau. Mais ça ne suffit pas. Et nous, on a identifié que c'était la volonté, avoir à mort envie d'avoir cette médaille d'or qui permettait de gagner. C'est passé aussi par un truc qui nous était étranger, qui était de l'affirmer, de le dire à tout le monde. On s'est aperçu que pour Barcelone, dans notre tête, on pensait qu'on voulait être champion olympique, mais on disait tout le temps, attends, si on fait une médaille, on sera fou de joie, c'est déjà très beau une médaille olympique. Ce qui est vrai en plus, hein. Mais voilà, concrètement, notre discours, c'était voilà, une médaille, ça suffira à notre bonheur. Et notre pensée, c'était on aimerait bien être champion olympique, mais c'était une pensée un peu inavouée. Et quelque part, il n'y avait pas de concordance entre ce qu'on pensait au fond de nous et ce qu'on disait. Et là, en poussant la réflexion au bout, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une concordance totale, quoi. Donc, il fallait que nous, on se fasse un peu violence et on dise qu'on voulait être champion olympique. Ce qui n'est pas simple parce que quand tu annonces que tu veux être champion olympique, si tu l'annonces haut et fort, ça veut dire que si tu fais deuxième, tu seras déçu dans les yeux de tout le monde. Donc, il faut assumer ça. En fait, il faut assumer que tout ce qui n'est pas à gagner, c'est l'échec. Ce qui est déjà, c'était pas forcément trop notre culture. Et puis c'est dur, tu te mets dans une position fragile quand même. Et c'est pas facile à assumer. Et en la course, c'est pas facile à assumer non plus parce que du coup, on t'attend, tu le sens, et il faut avoir les épaules encore un peu plus larges. Mais nous, on avait décelé que c'est comme ça qu'on pourrait y arriver, sans doute. Et c'est comme ça qu'on a abordé 96. Ça a marché. En même temps, ça a marché à rien du tout, hein, puisque moi, depuis, avec le recul, je me dis 96, on gagne, mais avec presque un coup de bol. Sur une manœuvre technique un peu limite. Et en 2000, par exemple, on fait septième, ce qui est un résultat vraiment triste, mais avec à rien du tout, quoi. On aurait pu faire une médaille à vraiment rien du tout. Donc, tout ça, ça se joue à tellement peu. C'est vraiment incroyable. Vous avez fait entre vous tout seul ce travail sur votre relation à la gagne ou vous vous êtes fait accompagner? Oui, non, on l'a fait tout seul parce on avait la chance de faire du C2. Ce qui veut dire que tu es obligé d'échanger, de dialoguer et
de mettre des mots sur des ressentis, des sensations, des envies. Donc, on a fait ce travail à tous les deux. C'est aussi parce que nous, on réussissait plutôt bien en compétition. Globalement, c'était pas notre point faible, le mental. Donc, on n'a jamais travaillé avec un psy ou qui que ce soit. Et peut-être que si on avait travaillé avec un psy, ça nous aurait apporté des choses. Mais à cette époque-là, on a fait aussi, on faisait des stages, notamment de préparation olympique, choses comme ça. Et on discutait, on en croisait quand même, on discutait. Et comme on ne travaillait pas beaucoup avec eux, on avait le sentiment qu'ils nous écoutaient, qu'ils nous apportaient rien et qu'on leur apportait de quoi écrire des chapitres dans leurs différents bouquins, quoi. Donc, on n'a pas accroché, on n'a pas senti le besoin. Et c'est qu'après que j'ai compris, en voyant d'autres athlètes travailler, justement comme Tony, comme Brigitte, que ça peut aussi beaucoup t'apporter. Voilà, ça faisait peut-être un peu partie de ce petit complexe de sécurité, de complexe de supériorité qu'avaient les C2. Ouais, nous, On n'a on pas. n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de psy. Ouais, ouais, peut-être c'est un peu ça. On n'a pas creusé ça et c'est peut-être un peu con parce que de toute façon, si tu veux faire du haut niveau, il vaut mieux creuser toutes les pistes d'amélioration, quoi. Et au-delà du mental, qu'est-ce qui faisait de vous un C2 aussi fort? Au-delà du mental et de la relation que tu avais avec Wilfried. Bah, je pense que ce qui a fait qu'on est devenu bon, c'est qu'on a été le produit d'une histoire de l'équipe de France depuis les championnats du monde de 49 à Genève. Et que notre coach, il en avait conscience, et on était dans une lignée. Quand on est arrivé, nous, on a eu la chance, quand on est arrivé en équipe de France, il y avait des très très bons bateaux, Saïd Delray, Saïd Daval, Daïe Lièvre, qui avaient énormément progressé grâce aux calories. Quand on est arrivé, les calories ont arrêté. Donc on n'a pas beaucoup couru contre eux. Mais bon, ils nous ont transmis une expertise technique du C2 incroyable et notre coach était très fort là-dedans. Donc, techniquement, on a quand même été. Je pense qu'on a poussé la navigation avec les bateaux et les règles de ces années-là assez loin. Voilà. Après, on avait aussi Wilfried, physiquement, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui avait des capacités physio vraiment incroyables et qui poussait. Donc, le bateau pouvait aller vite. Il poussait combien pour avoir un ordre d'idée? Genre en DC ou en traction? En décès, il s'est arrêté, je pense, à 130 kilos, même parce que ça ne l'intéressait pas, quoi. Il en faisait très peu, enfin, il en faisait beaucoup moins que moi. Et après, on s'était dit qu'au-delà de 130, ça apportait pas grand-chose. En traction, je pense qu'il était plutôt normal comme d'autres. Mais enfin, globalement, dans sa qualité de transmission du coup de pagaie, il était vraiment incroyable, quoi. Et moi, moi, j'étais quand même assez sérieux. J'étais un peu le sérieux de la bande, pas très doué, mais je m'entraînais énormément. Je lâchais jamais. Tu vois, aujourd'hui, des fois, j'y repense, c'est incroyable. Mais je me souviens qu'à l'époque, ça me paraissait inconcevable le jour de Noël ou le jour de premier de l'an de pas naviguer, quoi. Et Wilfried, s'il me disait, ben lui, il avait plus une famille qui était habituée à faire la fête et tout, qui le 25 à midi, il voulait bouffer avec sa famille parce que c'était Noël. Moi, je me souviens que je trouvais ça ridicule parce que j'avais envie qu'on s'entraîne, quoi. Tu vois. Ah ouais, Donc, c'est vraiment des psychopathes en fait. et moi, je pense que j'étais un peu psychopathe, ouais. Pas beaucoup de recul. Et c'est marrant parce que des fois, à mes enfants qui font de la compétition, je leur dis relativise, relativise. Mais moi, je ne relativisais pas beaucoup. Mais je pense que c'est ça. Bon, voilà, techniquement, on faisait partie d'une école des C2 français. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on avait vraiment une façon de naviguer particulière, quoi. En fréquence, en glisse. Les Tchèques, qui étaient aussi forts que nous, ils avaient une façon de naviguer très différente, beaucoup plus en puissance. C'était quoi longtemps dans l'eau. les équipages tchèques?
Alors ça a évolué. Là aussi, il y en a eu plusieurs, mais nous, on a eu un concurrent spécifique de toutes ces années-là. C'était. Je suis con, je sais pas, tout d'un coup, je pense à Giras Madère sur la fin. Il y a eu Giras Madère qui était fort, mais euh, c'est la première fois que je me souviens pas de leur nom. Euh, Chimèque Rouen, voilà, dont le père du C1 Rouen actuel. Le père voilà. de Lukács, ouais. Ouais, le père de Lukács. Et voilà. Et eux, ils étaient particuliers. C'était pas du tout un C2 comme nous. Ils s'entraînaient l'un en C1, l'autre en kayak. Alors que nous, on s'entraînait toujours en C2, quoi. Et puis, il y en avait un, bon, on ne pouvait jamais parler avec lui, on n'a jamais trop discuté avec lui. Et l'autre, le père de Lukács, qui était hyper fier, hyper compétitif et qui il voulait que nous bouffer, quoi. Ça, c'était très clair. Et être ça a été retrouvé beaucoup là-dedans, alors. ouais. Mais ça a été beaucoup un duel parce que quand on gagne en 91, ils font 2. Quand on fait 3 en 92, ils font 2. En 93, ils gagnent et nous, on fait 3. En 96, on gagne et ils font 2. Voilà, ça a été vraiment une bataille régulière avec eux. Et donc, ils naviguaient vraiment pas comme vous, quoi. Non, ils étaient vraiment. Je pense qu'on avait le double de fréquence. Il y a eu beaucoup plus en puissance. Je ne peux pas vraiment parler de qualité de transmission parce que je pense que les deux bateaux ont transmetté assez bien, mais vraiment pas de la même façon. Et bon, à l'arrivée, de toute façon, il y avait le même temps. Donc, j'avais vraiment réussi à une belle course pour être devant. C'était pas gagné, mais tous les bateaux français naviguaient à la française. Et on avait hérité de cette culture. Et donc, 92 médailles olympiques, vous êtes content sans être content. Enfin, vous vous rendez compte que bon, ça vaut pas l'or. Vous abordez comment cette Olympiade 96? Vous êtes devenus du coup les leaders français? Pour beaucoup de gens, on était peut-être les leaders, mais pas forcément pour nous, parce que en particulier, on savait que Saïd Delray était plus rapide que nous intrinsèquement et que Biodai était très très fort. Donc on était très challengés. Puis bon, tu vois, on habitait ensemble. Moi, j'habitais avec Bio, j'habitais avec Bertrand Daille. On vivait plus ça comme Bio, une. c'est bisu hein, pour les intimes. Ouais, c'est bisu. On était encore assez jeunes et je pense qu'on l'a vraiment vécu comme une belle fête, quoi. C'est-à-dire, on était heureux d'aller sur l'eau, heureux de s'entraîner, heureux de se challenger. On avait plein de défis à relever, de championnats du monde qui arrivaient. Et puis, on pensait qu'on pouvait énormément progresser, ce qui n'était pas forcément vrai, mais voilà, juste on regardait devant quoi, avec envie et gourmandise. Et c'est aussi une époque où on s'est beaucoup structuré. Ça, je pense que c'était une de nos très grosses qualités, Wilfried et moi. On a tout bien planifié. On planifiait bien notre carrière sur les 4 ans à venir et on planifiait bien notre année aussi, les temps où où on privilégiait les études, les temps où on privilégiait l'entraînement, les stages, les compétitions. On s'est dégoté des petits partenaires, ce qui fait que la pratique de la compétition ne nous coûtait plus rien. On avait assez d'argent pour se payer nos déplacements, nos voitures, nos bateaux. On roulait pas sur l'or, mais ça nous coûtait rien. Et puis, c'était vachement bien organisé aussi avec nos coachs au pôle à Toulouse. À l'époque, c'était y avait Yvon Henry qui arrêtait et il y a Pilou, Philippe Vuitton qui prenait le relais, donc qui nous coachait au quotidien. Robbie qui nous coachait une semaine par mois sur les stages équipe de France. Donc tout était super bien organisé et tout était facile, quoi. On avait
une réunion en septembre, on appelait ça le stage de rentrée. En général, c'était à Quiberon ou un endroit où on pouvait surfer ou quoi. Et au stage de rentrée, on discutait de la saison à venir. Les coachs nous donnaient le programme, le calendrier. Ils nous expliquaient les règles de sélection des piges. Ah ouais, vous les Et saviez dès le stage de rentrée? ouais, on repartait, tout était organisé jusqu'à la course la plus importante de l'année, quoi, qui était soit les championnats du monde, soit les Jeux, soit en 94, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on a dû jouer le classement général au Coupe du Monde. Donc tout ça, c'était totalement acté. Et derrière, tu te poses zéro question, quoi. Tu t'as qu'à t'entraîner et essayer de progresser. Vous entriez loin dans le détail de la planif, notamment au niveau des séances, du travail par exemple, technique que vous alliez faire à telle période de l'année? Non, alors, je pense que vous avez beaucoup progressé là-dessus par rapport à nous. Nous, grosso modo, on faisait de l'aérobie et du long l'hiver, et puis plus on se rapprochait du printemps, plus on faisait un effort court et violent et la préparation compétition. Et on avait une grosse spécificité, et je pense que ça c'est quand même lié au C2, c'est qu'on faisait beaucoup de techniques quand même tout au long de l'année parce qu'en C2 la synchro est essentielle et ça se perd très vite et ça se gagne difficilement la synchro. Donc on faisait énormément de séances techniques et on concrétisait ça beaucoup en faisant des séances qu'on appelait des five. C'était 5 fois 5 passages de 20 secondes quoi, dans la séance, en gros. Pedro nous expliquait que ça s'était inspiré des Américains. Ouais, voilà. Nos coachs avaient été pêchés ça. Et alors, nous, on arrivait sur un stage, on ne savait pas ce qu'on ferait. Je ne sais même pas trop si Robbie, il avait, je pense, une idée globale, mais pas forcément très précise. Pedro, Pierre Salamé, il devait avoir beaucoup plus une idée précise, je pense. Mais bon, nous, on arrivait en salle de muscu, on savait que l'hiver, on ferait 2 séances de force et puis plus une séance de puissance et que ça inverserait doucement. Mais si jamais il y avait un coach sur la séance, on lui laissait volontiers la manœuvre et puis on suivait ce qu'il nous disait, on poussait et on poussait la fonte. Donc ça, c'est assez confort et je pense qu'il y a des athlètes aujourd'hui qui sont beaucoup plus pointus de ce point de vue-là, sachant que en plus, on faisait essentiellement on faisait pas vraiment du gainage, on faisait vraiment de la muscu. Donc c'était vraiment développé couché, traction avec des poids, tir à planche. Donc, on travaillait avec des poids. Ça n'a pas changé, ça. Si, quand même, je pense qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup plus beaucoup plus, notamment de gainage, de travail un peu spécifique pour le transfert. Ouais, non, Alors, sur la fin, on fait plein de choses autour, hein, mais je veux dire qu'on fait toujours beaucoup de ouais, TPDC traction, surtout quand on est jeune, quoi. ouais. Et alors sur la fin, il y a Sylvain Curigné qui a arrêté sa carrière et qui est devenu notre coach au quotidien à Toulouse. Et lui nous a fait progresser un petit peu. On a fait plus de circuit training, des choses comme ça. Mais malgré tout, je pense que on était un peu trop focalisé sur le maniement des poids et peut-être pas assez sur le transfert. Donc, on aurait pu progresser de ce point de vue-là. Voilà, du coup, je ne sais plus pourquoi je te racontais ça. Mais si, globalement, on savait pas, on savait très bien comment notre année allait être organisée. Et on savait très bien qu'une séance sur 2 en bateau, ce serait une petite séance technique. Ça, pour nous, c'était fondamental. Et le reste, on prenait plutôt ça comme ça venait en suivant nos coachs. Ok. Vous avez fait tôt déjà de la muscu
Dès le club, ou vous avez commencé quand vous êtes arrivé à Toulouse en structure? Alors, nous, la façon dont on a commencé jusqu'en terminale, on était seuls sur Bagnères de Bigorre dans notre lycée. On progressait comme on pouvait. Donc, il y avait un prof de gym du lycée qui nous faisait une petite séance de muscu par semaine, qui là, ça pouvait plutôt s'apparenter à du gainage. C'était beaucoup du travail avec notre propre corps, mais c'était surtout un renforcement musculaire. Et la mère de Wilfried, qui était prof de gym aussi, qui nous faisait une séance d'étirement, relaxation par semaine. Voilà, c'est pas un domaine dans lequel on a été très fort tout au long de notre carrière. Et à part ça, on faisait bateau. Si, on courait quand même. On faisait bien sûr des footings. Mais c'est plus après le bac, je pense, en arrivant sur Toulouse, qu'on a commencé à avoir une vraie préparation physio. Je dirais que par rapport aux jeunes d'aujourd'hui qui sont en pôle espoir, on fait quand même, on a quand même fait beaucoup moins de préparation physiologique. Jeune. Vas-y, raconte-nous alors, du coup, 96. Vous êtes champion du monde l'année d'avant, c'est ça, hein, à nouveau? Non, mais on avait quand même une belle série. Parce que tu vois, on est champion du monde en 91, médaillé en 92. On fait troisième en 93. 94, il n'y a pas de championnat du monde, mais on gagne les Coupes du Monde. Et en 95, on fait deuxième. Derrière un bateau dont on a appris après qu'ils avaient été dopés, ils avaient été chopés dopés dans l'année. Donc vous aviez récupéré le titre alors? Non. Ils avaient effectué leur pénalité en Pologne tout seuls entre eux. Quoi. C'est les Polonais, ils étaient polonais, les Polonais les avaient chopés et la sanction, ça avait été style le mois de mars et le mois d'avril. Quoi. Mais de toute façon, ce jour-là, ils avaient mieux navigué que nous, ils avaient été un peu plus vite et nous, il y a un ou deux endroits où on a perdu un peu de temps, donc ça ne nous a pas du tout déprimés. Ah ouais, pas de rancœur pour un titre mondial bouffé à cause du dopage, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. On aurait pu aller un peu plus vite. Voilà, mais on prépare. Puis on savait très bien que c'est pas ça qui te fait gagner les Jeux l'an prochain, quoi. Donc c'était très clairement notre objectif, les Jeux. Donc ce qui était intermédiaire, c'était des prises d'informations. Et on a même un titre de champion du monde, c'était de la prise d'information pour vous à cette époque-là. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je crois que oui, c'était vraiment ça. Okay. Voilà, c'est pas du tout pour se la péter, mais voilà, on l'avait déjà vécu et on avait envie d'être champion olympique. Et ce qui venait au milieu, c'était sympa, c'était intéressant, mais c'était qu'une étape. Et voilà, et du coup, ce qu'il fallait, c'était sélectionner pour les Jeux. Donc là, on s'est préparé tout l'hiver et on est arrivé au Pige, c'était à Saint-Pé, au Poney-Grotte. On est arrivé très, très bien préparé et on est passé je pense qu'à l'issue des deux premières courses, on devait être sélectionné. Et voilà, je me souviens, pour te dire à quel point on était focalisé, on n'était quand même pas les plus en danger. Mais moi, je me souviens de m'être écroulé en pleurs à l'arrivée de la deuxième course, quoi, en comprenant qu'on venait de se sélectionner. C'était un poids un poids qui s'échappait là, qui était vraiment lourd. Et ça fait 4 ans qu'on portait ce poids-là, quoi. Et ensuite, ensuite, on a pu faire une belle préparation. La grosse chance qu'on avait, c'était qu'on était 2 bateaux sélectionnés. Donc, il y avait aussi Saïd El Rey. Donc, tu ne t'entraînes pas tout seul, tu es vraiment 2 à avoir le même objectif et à être en confronte permanente pour se pousser et se tirer vers le haut.
Et on a fait une très belle préparation. On était allé 2, 3 fois sur le bassin des Jeux à Atlanta, un bassin qui s'appelle Ocoee River, qui est une rivière naturelle et qui est une très belle rivière avec vraiment des bons mouvements d'eau. Et je crois que nous, les rivières naturelles nous convenaient mieux que les bassins artificiels. Tu vois, on a toujours beaucoup aimé CO. Nous, on a eu beaucoup de courses sur CO, mais on n'a jamais trop performé sur CO. En fait, on s'est toujours bien éclaté sur les bassins artificiels, mais sans vraiment arriver à le maîtriser. Et on se sentait plus performant sur sur les rivières naturelles. Et voilà, et donc arrivent les Jeux, tout se passait super bien parce qu'on avait été. C'était incroyable parce que ça tient à peu de choses. On s'entraîne à Bourg-Saint-Maurice avant de partir. Et juste après avoir quitté Bourg-Saint-Maurice, il y a eu une crue démentielle qui a bouleversé le bassin. Et il est devenu plus navigable. C'est depuis cette époque-là qu'on ne peut pas trop descendre le haut, quoi, parce qu'avant, on partait tout le temps d'en haut. Et on part et on va s'entraîner au Canada sur le bassin des championnats du monde de 1979 qui s'appelle Jonquière. Et on fait un beau stage d'entraînement juste avant les Jeux en décidant d'arriver à Ocoee assez tard. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas s'entraîner à Ocoee, il n'y avait pas de lâcher. Et on s'entraîne à Jonquière. Et on quitte Jonquière pour Ocoee. Et là, orage phénoménal, une crue démentielle et le bassin de Jonquière, il est complètement emporté. Juste quand on part. C'était incroyable, là, cette succession. Et voilà, moi, je me souviens de stages où c'était le bonheur, quoi. On s'éclatait, c'était cette période de finition, là, tu te mets pas à bout physiquement, tu capitalises techniquement, physiquement, il y a tout qui se met en place, c'est très beau. Je me souviens aussi quand même d'une ou deux prises de tête, je me souviens d'une fois où j'ai répondu de façon très dure à un copain d'équipe de France lors d'un repas, et où Roby est venu nous voir après dans notre chambre, et il nous a dit, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Donc on en a un peu discuté, et il nous a expliqué de faire descendre la pression, quoi. Qu'on ne jouait pas notre vie, et que être focalisé sur l'objectif, ça voulait aussi dire ne pas surinterpréter, quoi, et ne pas s'investir trop. Et je pense que moi, ça m'a été utile, cette discussion. J'étais peut-être un peu trop tendu. Enfin, en tout cas, je pense que dans la vie de groupe, j'étais pas très agréable, quoi. Et que là, j'ai compris que le plus important, quand même, c'est voilà, c'est la bande de potes qu'on était, et d'arriver jusqu'à la course en continuant à être la bande de copains qu'on avait toujours été. Et puis, on est arrivé sur Atlanta, enfin sur Ocoee, avec une petite difficulté, c'est que nos bateaux ont été bloqués en douane. Donc, on n'avait pas de bateau. Il nous restait qu'un entraînement avant la course, ou peut-être 2 entraînements avant la course. Et on n'avait pas de bateau. Ça peut être violent à vivre quand même. Et surtout, ça peut vraiment être déstabilisant. Pas que psychologiquement, mais pour les bonnes raisons, que tu ne te réhabitues pas au bassin, quoi. Et là, je pense qu'on a bien joué. On avait filé notre forme de bateau, on avait créé, c'est nous qui créions nos formes de bateau. Et on avait filé notre forme de bateau à des Canadiens. Et là, les Canadiens, avec qui, du coup, on était bien potes, nous ont dit, bah, tiens, faites la séance avec notre bateau, quoi. Et c'était quand même pas facile parce qu'ils n'étaient pas du tout calés comme nous. Et on a quand même fait la séance. Et c'était une séance KNK, quoi, parce qu'on n'était pas bien calés dans le bateau. Mais quand même, on a pris quelques repères sur le bassin. Et je pense que le fait d'être adaptable et de ne pas être trop campé sur ta volonté de perfection, là, ça nous a été utile.
Voilà, on a pris ce qui pouvait arriver, on a fait comme on a pu, voilà, c'était mieux que rien. Nos bateaux sont arrivés, après on a fait une bonne dernière séance d'entraînement, puis après il restait la course. Et la course, bon, je pourrais en parler des heures, mais en même temps c'est pas trop l'objectif aujourd'hui, mais c'était la meilleure des 2 manches. Et en première manche, on n'est pas mauvais, mais sur un passage un peu clé de décalé, on a l'arrière qui touche un petit rocher, ça nous remet dans l'axe et on loupe la 3e porte du décalé. On fait 50. Donc on sort à mi-parcours, c'est pas très glorieux, surtout quand tu avais dit que tu veux gagner. Ouais. La pression ça que vous deviez avoir. Ça fait tout drôle, quoi. Ça fait tout drôle. On débarque. Là, le directeur des équipes de France, c'était Jérôme Daval qui nous dit: ah, les gars, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais je me souviens, à ce moment-là, on remonte vers les tentes avec le bateau sur le dos. Il y a Canal+ qui vient nous interviewer. On discute un peu avec le journaliste qu'on connaissait bien, qu'on aimait bien. Et en fait, notre coach a fait que tout a été bien maîtrisé. C'est-à-dire que derrière, on a mangé un peu, on a regardé les vidéos, on a fait l'analyse et on a vu que ce qu'on avait navigué, on avait bien navigué. Bon, là, on faisait une petite erreur technique parce qu'on n'avait pas compris qu'il y avait ce caillou à cet endroit-là. Mais il nous restait une manche, quoi, et tout pouvait encore arriver. Et voilà, après, moi j'ai bouquiné un peu, je ne sais plus ce qu'a fait Wilfried, il a dû discuter avec les autres. Et on s'est chambré aussi avec Saïd Delray. Forcément. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas dit de réussir trop fort non plus. On leur a dit que c'était vraiment des brels et ils nous ont dit qu'on était trop nuls. Et voilà. On a regardé les vidéos, tu vois, et on s'est chambré. Et puis c'est parti à la rigolade et on a cette ambiance-là, tu vois, ça a fait que tout s'est bien déroulé. Ça n'a pas été un moment difficile à vivre. Et, ça vous a aidé un peu à enlever la pression de se chambrer? Ouais, ça a aidé un peu la pression de comprendre que c'était qu'une course, que c'était qu'un jeu au bout du compte, que les jeux, mais c'était que ça, quoi. Et puis surtout qu'il nous restait une chance et qu'on avait la chance de vivre un moment exceptionnel, quoi. Quelle que soit la qualité, enfin, quelle que soit l'émotion qu'on avait sur le moment, on vivait quand même des grandes émotions. Et ça, bon, tu vois, on en a bien pris conscience. Et on a embarqué. Après, Roby est venu nous voir à l'embarquement. On s'est mis les jupettes, puis on est parti tranquillou. Il nous a dit: allez, les petits gars, ça va le faire. Et on est parti, on s'est fait notre échauffement. C'est un protocole assez long quand même. Et puis derrière, tout s'est bien déroulé. Alors, on a bien couru sur le haut et on a refait la même erreur au même endroit. Et là, il y a un truc qui est complètement incroyable, c'est que on avait, entre les 2 manches, on n'avait pas prévu qu'on puisse refaire la même erreur. On avait bien vu comment il fallait passer, mais on a à nouveau touché le caillou avec l'arrière, ça nous a remis dans l'axe. Et là, on était dans une situation qu'on n'avait pas anticipée, alors que nous, on essayait toujours de tout anticiper. Très, très souvent, on savait, comme c'est du C2, on discutait des réchappes depuis le bord. On dit: si ça ne se passe pas comme ça, ben à ce moment-là, on fait ça. Si c'est ça, on fait ça. Donc, on avait toujours la solution de réchappe en tête. Et là, on ne l'avait pas programmé parce que ça nous semblait impossible qu'on refasse 2 fois la même erreur, quoi. Et le petit miracle, ça a été que tous les deux, on a fait la même réchappe au même moment. On est parti en bac arrière et qu'on a réussi à passer la troisième décalée. Alors qu'on n'avait quand même pas beaucoup de temps pour anticiper et que le bac arrière n'était pas très facile. Mais voilà, là, c'est quelque part. C'était sur un surf? Sur une vague? Ouais, en fait, on est tombé dans un rouleau. On est tombé un peu en travers dans un rouleau et on a dû enclencher le bac arrière au moment où on tombait dans le rouleau. Donc c'était complexe parce qu'il fallait à la fois garder l'équilibre et puis à la fois quand même envoyer bien le bateau sur l'arrière pour prendre la troisième décalée, quoi. Et là, on a tous les deux eu l'impression qu'on déclenchait le bac arrière.
Et là, bon, ça s'est joué à la fois sur un énorme coup de chance et puis un peu la classe d'avoir souvent travaillé plein de figures à l'entraînement, les plus improbables, les plus folles, les bas carrières et les inversions et tout dans tous les sens. Et là, le bas carrière, il s'est bien enclenché. Et je ne pense pas que si on avait fait ça 5 fois à l'entraînement, ce serait passé plus d'1 ou 2 fois, quoi. C'est quand même une énorme réussite. Mais voilà, la course ce jour-là est tenue à ça. Parce que quand on passe la porte d'après, on était très en travers, donc j'avais peur que Wilfried y touche derrière. Et hop, on repart. Tu vois, après, à la vidéo, tu vois qu'on est super synchro, le bateau, il repart vraiment bien. Et là, moi, j'ai entendu la clameur du public. C'était incroyable. J'ai entendu un bruit, tu vois, il y avait 15 000 personnes, tout le monde qui a gueulé. Et ça m'a transmis l'information que sans doute qu'on n'avait pas touché, que ça s'était bien passé. Et derrière, on est reparti, mais à fond, à fond. Et ça nous a galvanisés. Et je pense qu'on finit vraiment bien. En bas, il y a un bac où on touche un caillou avec la pointe avant et le bateau, il rebondit au-dessus du caillou et ça passe. Enfin, tu vois, c'était quand même, je crois qu'on était à 100%, quoi. C'était vraiment, vraiment à limite. Et ce jour-là, on avait la chance de notre côté et c'est passé jusqu'en bas. Et on s'était dit à 159, je crois qu'en première manche, ça se gagnait en 162. On s'était dit à 160, 159, ça gagne. Et on arrive en bas, on est en 158. Et il restait 2 bateaux derrière nous. Et là, on était déjà vraiment heureux, quoi. Et il y a un bateau qui fait mieux que nous, qui arrive à faire 158 plus rapide quand même, mais ils ont touché. Et voilà. Les Tchèques. Donc là, Les fameux Tchèques ou... Non, les Allemands qui font 3e. Et les fameux Tchèques, Chimèque font second. Incroyable. Et voilà, donc là, écoute, après, ça a tout changé. Ça a tout changé ou vous étiez déjà préparé à ça? Puisque vous aviez annoncé de toute façon. Non, on n'était pas préparé. On n'était pas préparé. Et à partir de là, autant quelque part sur les 4-5 années d'avant, tout s'est passé comme on l'avait prévu, espéré, programmé. Et autant à partir de là, il n'y a plus rien qui s'est passé comme on l'envisageait. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'on arrêterait notre carrière après Atlanta depuis longtemps. Et là, quand on gagne, on se dit wow, c'est tellement le bonheur. Puis on veut profiter du fait d'être champion olympique. Quand tu es champion olympique dans ton sport, c'est quand même très fort. On doit pouvoir trouver des sponsors. Parce on avait déjà des sponsors, mais ça nous payait nos frais. Et on s'est dit, non, on doit pouvoir trouver des sponsors, gagner de l'argent. Enfin, je sais pas, on rêvait avoir des gros contrats de sponsoring, tout. Et en fait, au bout de quelques semaines, je sais plus trop quoi, mais 3 mois, quelque chose comme ça, on a appris que le slalom était supprimé des Jeux Olympiques. Et alors là, on s'est chopé un coup de bambou inouï. Ça a été terrible. Déjà pour nous, ça a tout arrêté. On n'a pas trouvé de sponsor. Au boulot, mes patrons m'ont demandé de reprendre le boulot à plein temps. Enfin, ça a été hyper violent. Là, on est retombé vraiment sur terre. Et puis, on était abattus. On était abattus. Alors, la grosse chance qu'on avait, là, c'est d'être champion olympique, c'est qu'on était quand même invité sur des manifestations où il y a plein de gens qui nous soutenaient. Par exemple, à La Plagne, il y avait une manifestation à Noël, à l'époque, ça s'appelait le Grand Prix des champions, où tous les ans, les journalistes sportifs qui étaient là et les autres athlètes élisaient le champion des champions. Et tu vois, tu ne peux pas imaginer que ce soit un kayakiste qui soit élu champion des champions, quoi. Enfin, à part Tony, après, avec le palmarès qu'il a eu, quoi, mais sinon, c'était toujours des gens des sports emblématiques, tout ça. Et là, on a été élu champion des champions. Et le message de tous, aussi bien les sportifs que les journalistes sportifs, c'était de dire on vous soutient pour votre lutte pour réintégrer les JO. Et on avait, et en même temps, on avait des échanges avec le chargé des sports du président à l'Élysée.
des échanges avec le ministre des Sports où petit à petit, au-delà de l'incroyable déception, on est passé en mode lutte pour réintégrer le programme olympique. Et c'était Hervé Madoré, le DTN de la fédération de l'époque, là, qui menait cette bataille avec Richard Fox. Et puis un peu nous, nous on n'était que des athlètes, pas très au courant de comment tout ça fonctionne, mais en fait le fait qu'on soit champion olympique, ça a permis qu'en France quand même les gens puissants se sentent concernés et aident à la lutte contre cette décision, quoi. Et du coup, ça a été une année extrêmement compliquée à tout point de vue. En plus, au pige, on a failli pas dans tout cette année-là. Et ça a été violent. Et nous, on s'imaginait que t'es champion olympique, c'est une fête absolue et c'est le bonheur et tout te tombe dans les bras. Et ça a été l'inverse. Ça a été, on est tombé de désillusion en désillusion et à chaque fois, on prenait un nouveau coup sur la tête. Et jusqu'à le truc un peu incroyable, c'est le dernier stage de préparation avant les championnats du monde qui avait lieu au Brésil. Et la Fédé nous a dit on n'est plus olympique, il n'y a plus d'argent pour vous, il y a de l'argent que pour la course en ligne. Donc, si vous voulez faire un stage final de préparation finale, vous le payez, quoi. Et on avait eu quand même des coachs, mais on a fait un stage de préparation à Sortes sur la Palière et ça. Et on est retombé en camping à nous payer l'hébergement, on dormait sous la tente. À l'ancienne. Ah ouais, vraiment l'ancienne. Ouais. Alors, on avait vécu ça au tout début, mais entre-temps, en devenant olympique, on était passé à un autre statut quand même. Tu vois. Ça nous a fait drôle. Et à ce stage-là, donc nous, on s'était vraiment battus quand même pour redevenir olympique et pour l'ensemble du slalom. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a certains pays, même très forts, tu vois, style les Tchèques ou quoi, qui se battaient pas beaucoup. C'est surtout la France qui a été vraiment en pointe pour se battre. Avec Richard aussi. Et à ce stage-là, alors qu'on était hébergé sous la tente et tout, on a appris que le CIO avait voté le retour du slalom au JO. Alors là, depuis, tu vois, ça a été déjà une fête extraordinaire et puis à nouveau un poids qui s'est enlevé de nos épaules. Là, depuis un an, depuis 6-8 mois, on avait rechopé un poids terrible. Et donc, on est redevenu olympique. En plus, nous, dans la foulée, on a gagné les championnats du monde au Brésil. Est-ce que vous avez appelé la Fédé pour qu'ils vous réservent un hôtel à Sortes ou vous êtes resté en famille? Là, tu es tellement content que tu es dans la joie, tu n'es pas trop dans la rancœur. Et la Fédé, quand même, s'était bien battue pour qu'on redevienne olympique. Mais de toute façon, ça avait été une de nos constantes depuis le début où on faisait la compétition. On essayait de se battre pour avoir autant de moyens que la course en ligne. Parce que la course en ligne était quand même olympique depuis 1936 et voilà, ils avaient l'habitude d'avoir les moyens. Et là, une nouvelle discipline qui arrivait olympique, ça prenait forcément de la place et forcément des moyens et c'était un peu difficile de faire notre trou. Mais bon, ça c'est un aparté. Et voilà, donc on est revenu olympique et on a pu rêver à nouveau d'aller à Sydney. Et du coup, avec Wilfried, on a décidé de continuer 4 ans. Mais en même temps, il y a toute une dynamique qui s'était cassée avec le fait que on n'avait pas retrouvé de sponsors. Ça nous a foutu un coup. Et c'est bizarre, quoi, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Et derrière, ça a été une Olympiade un peu moins facile que tout ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. Notre entraîneur avait arrêté, Roby l'avait arrêté. On avait un nouvel entraîneur, Bibi, Michel Saïdi. Saïdi Delray ont arrêté. Et c'est là que j'ai pris conscience de quelque chose que je n'avais jamais compris jusque-là, c'est qu'il y a des cycles, il y a des époques, il y a des moments. Et voilà, des fois, tu es dans une bonne dynamique, des fois, tu es dans une moins bonne dynamique, il faut lutter ou savoir prendre des directions différentes.
des fois, il faut peut-être savoir arrêter aussi. Et puis dans ta vie, dans ta carrière de sportif, il y a vraiment des moments très différents. Tu es jeune, tu es enthousiaste, après tu dois faire tes preuves. Quand tu as gagné, après tu dois regagner, c'est pas forcément plus facile non plus. Et puis d'un coup, sans du tout t'en être rendu compte, tu fais partie des vieux d'équipe. Et tu vois des jeunes qui arrivent, des gens plus motivés, plus très dynamiques, qui sont un peu moins. Toi, tu es peut-être un peu dans la routine, des gens qui viennent te déranger dans ta routine. Et puis, il y a un jour, petit à petit, où arrivent des gens qui ont plus faim que toi, quoi. Et nous, on a eu tout ça à gérer, à comprendre. On s'est pris même une année sabbatique. En 98, on s'est entraîné normalement. Et comme il n'y avait pas de championnat du monde, l'été, on n'a pas participé aux Coupes du Monde. Donc, on a fait les piges, on s'est sélectionné, enfin, on a expliqué qu'on ne ferait pas les Coupes du Monde. On ne les a pas faites pour faire autre chose et se changer un peu les idées. Ça faisait quand même longtemps qu'on était sur le pont à fond et on avait besoin de souffler, surtout moi, j'avais besoin de souffler. Et moi, je dirais qu'avec cette histoire d'être sorti du programme olympique, on a pris sur les épaules tout ce qui est très normal, mais on a réalisé tout d'un coup que le temps passait et que les choses ne sont pas toujours aussi simples et ne sont pas toujours aussi belles que quand tu es jeune et que tu vois devant toi et que tu n'as qu'une envie, c'est progresser et que tu te dis que tout va être beau. Non, là, les choses étaient un peu plus dures. On commençait à avoir une famille. Wilfried s'était marié. Il a eu une fille. Moi, j'avais une copine. Ça faisait longtemps qu'on travaillait, qu'on s'entraînait en même temps. C'est un peu fatigant. On n'avait pas beaucoup de temps libre. Donc, les choses ont été plus complexes. Et ce qui nous a fait tenir, c'est vraiment d'avoir l'objectif des JO de Sydney, qui était quand même quelque chose de sympa, parce que c'était un beau bassin artificiel qui nous motivait bien. Je te propose qu'on parle rapidement des Jeux de Sydney, puis qu'on arrête là. Ça va faire 1h45, il ne faudrait pas qu'on endorme. Ah ouais, on va endormir tout le monde. Tu pourras couper aussi. Tu pourras couper ce qui n'est pas intéressant. Sydney, on a vécu la triste aventure d'être un seul bateau français à pouvoir y participer. Et il y avait des côtés très sympas quand même parce que c'était d'aller en Australie. Ça, c'était super. On a été parmi les premiers Français, je pense, à aller l'hiver aussi, s'entraîner un long moment à Sydney et à ne pas s'entraîner en France. Et on est redevenu compétitif, je pense. Juste avant Sydney, on fait deuxième au championnat d'Europe. Et on était toujours assez compétitif. On y croyait vraiment. Et à Sydney, en fait, la course a été super intéressante, mais ça n'a pas tourné à notre avantage. C'est-à-dire que on gagne la demi-finale en faisant, je crois, 117 secondes. Et derrière, les Slovaques font deux à 119 ou 120. Et ce qui fait qu'ils partent avant-dernier et nous, on part dernier en finale. Et on partait toutes les 2 minutes. Et quand on était dans le start, on entend qu'ils avaient fait 116. C'est-à-dire 1 seconde de mieux que ce qu'on avait fait en demi-finale et qui était un très très bon temps et qui ça mettait la barre super haut. Et on a eu 4 secondes. Franck, 2 secondes, on va couper. Tu vas me raconter ça. Vas-y, raconte-moi, il y a Choupette qui est entré en gueulant. Ah, d'accord. Je couperai au montage. Donc, c'est combien? 1,53. Ouais, donc la course a été belle, en ce sens qu'on gagne les demi-finales avec 116 secondes, 117 secondes, en 117. Les Slovaques sont derrière nous en 119 et on part du coup dernier de la finale et eux avant-dernier. Quand on partait toutes les 2 minutes,
on a entendu qu'ils avaient fait 116 à la finale. Et on a eu 4 secondes pour décider avec Wilfried de comment on réagissait à ça, parce que franchement, il faisait un temps hallucinant, quoi. Et on s'est dit, grosso modo, on assure la médaille ou on essaie de gagner. Et on s'est dit, non, on a déjà gagné, on veut gagner, il faut qu'on gagne, on va à fond. Et on est parti à fond. Et là, on a vécu ce qui, pour moi, est quasiment la plus belle course qu'on a faite jusqu'à la porte. Je me souviens plus très bien, mais c'était la 23. Où en 23, on passe hyper limite, alors qu'on fait vraiment une descente de feu, quoi, avec des sensations extraordinaires. On passe hyper limite et on arrive en bas sans s'être rendu compte qu'on était passé trop limite. Et on regarde au tableau d'affichage, voir si on fait 1 ou 2, et on fait 7, avec un 50. Voilà. Vous alliez plus vite que les Slovaques, que les Horschorner ? Non. Les Horschorner étaient devant nous, on aurait fait second. Et les troisièmes, ils étaient à des années-lumière derrière. Mais bon, voilà, avec 50, on fait 7e. Et là, bon, on a accusé le coup parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Je crois qu'on ne faisait jamais de 50 en course. On l'a fait ce jour-là. C'était un peu limite. Mais après, on a regardé la vidéo et le 50, il y est. Donc, c'est pas une injustice. C'est jugé rude, mais juste. Et voilà. Ok. Bon, je te propose qu'on arrête là-dessus. Yes. Merci beaucoup, Franck. C'était un régal une fois de plus. J'espère que toi aussi, tu as pris du plaisir à te remémorer de ce souvenir. Ouais, moi je me suis. Ça, en parlant, ça revient. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. J'espère qu'on n'a pas saoulé les auditeurs. Mais merci beaucoup à toi, Cédric, de cette belle démarche. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.